Merci à tous d'être là pour cette activité de la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Un plaisir de vous accueillir. Pour l'activité d'aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Laura Letourneau-Tremblay, qui est candidate au doctorat à l'Université d'Oslo, qui a déposé sa thèse puis qui est en attente des rapports du jury. Exactement. Oui, c'est ça, hein? Alors, Laura fait partie du projet de recherche, on dit Leginvest? Leginvest. Leginvest. Et je pensais que c'était comme législation. Leginvest, qui investigue la crise de légitimité en droit international de l'investissement, et les recherches de Laura portent plus particulièrement sur, évidemment, cette espèce de conciliation entre le droit international de l'investissement et la protection de l'environnement. Donc, des éléments de CV qu'elle ne nous a pas fournis, mais que je connais. Elle est originaire de Québec, a fait son baccalauréat, je crois, à l'Université Laval, pour ensuite aller faire sa maîtrise et son doctorat à Oslo. C'est ça? Exactement. Bon. Alors, elle couche dans sa famille ce soir-là, puis elle est à la maison. Et bienvenue donc dans ton alma mater. Très heureux de t'accueillir. Très heureux que tu aies accepté notre invitation. Donc, et nous aurons comme répondant Jean-Michel Marcoux. Jean-Michel, qui est aussi un diplômé de l'Université Laval, du BIAPRI, n'est-ce pas? Deuxième cycle HEI aussi, et doctorat de UVic, sous la direction d'Andrew Newcomb. Voilà, et Jean-Michel est aujourd'hui professeur à l'Université Carleton. C'est un ami de l'Université Laval, c'est un ami de la chaire NEM, il fait partie du comité de direction de la chaire. On est ravis de l'avoir avec nous. Et Jean-Michel a très aimablement et généreusement accepté d'être le répondant aujourd'hui pour faire une critique constructive et gentille, j'imagine, de la présentation de Laura. Donc, je tiens à remercier Jean-Michel. Je veux le dire, fait un aller-retour pour nous parce que pour des considérations personnelles, il doit retourner dès après l'événement. Donc, on apprécie d'autant plus son dévouement et sa présence. Merci d'être avec nous. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre conférencière. Il y aura une période, après la conférence proprement dite et la réponse faite par Jean-Michel, il y aura une période de questions, bien sûr. Et à la suite de la période de questions, on aura un petit cocktail. Il y a moyen de luncher avec nous, là, à rester là. On va rendre ça très sympathique. Donc, et pour les gens qui sont en ligne, gardez vos questions pour cette période de questions. Ça nous fera plaisir de vous donner la parole, de vous permettre de poser vos questions à Laura ou, si vous le voulez, à Jean-Michel. Donc, on va maintenant passer à notre conférencière. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te donner ça? Merci. Merci, bonjour, merci pour l'invitation, merci à la chaire, merci à vous tous de vous être déplacés pour entendre la présentation et participer. Alors, sans plus attendre, je vais commencer. Oui. Alors, aujourd'hui, on va discuter, je vais présenter sur les questions environnementales en arbitrage international d'investissement. Alors, on sait tous que l'arbitrage international d'investissement fait l'objet de critiques croissantes et encore plus quand on parle de questions environnementales. Ici, on a même, juste pour donner un peu de contexte, un rapport de juillet 2023 un rapport spécial du rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'environnement, David Boyd, qui documente et argumente que les règlements des différends entre investisseurs et États, les règlements de l'ERDI sont devenus un obstacle majeur aux mesures qu'il faut prendre d'urgence pour faire face aux crises planétaires en matière d'environnement et des droits humains. Donc, juste pour mettre encore de la valeur sur le contexte du RDI et de l'environnement, RDIE. Et dans son rapport, il conclut le principe du pollueur-payeur, largement accepté en droit international de l'environnement, a été inversé. Désormais, on parle des pollueurs payés. Juste une petite note. Normalement, je travaille en anglais sur le sujet, mais j'ai fait un bon travail de préparation pour la terminologie française. Mais si je fais des fautes, n'hésitez pas à me corriger et ça peut arriver. Alors,
Et ce genre de critiques, on les retrouve aussi dans le rapport du IPCC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc un rapport de 2022, ont le même genre de conclusions et d'argumentation par rapport aux problèmes que le RDIE cause pour les politiques environnementales. Donc, juste un petit moment. Alors ici, finalement, quand on parle de différends entre investisseurs États qui ont une portée environnementale, je prends un petit moment pour définir de ce dont on parle. Donc, on parle de différends où il y a au moins une mesure contestée qui concerne l'environnement. Ou on peut aussi avoir, lorsque l'État hôte fait valoir que la mesure contestée est justifiée pour des raisons environnementales. Dans mon analyse, alors je regarde sur les disputes jusqu'en 2021 et on trouve environ 75 disputes différents environnementaux qui ont été conclus. Ici, je me concentre surtout sur les différents qui ont été où on a déjà une décision. Donc, ça représente environ 10% du nombre total des différends. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et ici, si on regarde le graphique que j'ai présenté, ici, on voit que les résultats sont assez variables, évidemment, mais aussi que la moyenne où les investisseurs étrangers gagnent, ça reste assez élevé. Et si on compare le groupe de disputes qui sont environnementales avec l'ensemble des cas conclus sur la base de données UNCTAD, le CNUSED en français, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, donc sur la base de données, on voit qu'en moyenne, les investisseurs gagnent normalement environ 28%, que les États, une moyenne de 38%, et qu'il y a 31% des cas qui sont réglés d'une autre façon. Ici, on vraiment se concentre seulement sur les cas environnementaux qui concernent les mesures environnementales. Et bien là, on tombe à un taux de 42% qui est décidé en faveur des investisseurs. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer, mais c'est aussi une des raisons comment on pourrait dire, qui pousse les critiques à être plus critiques par rapport au système de RDIE en lien avec l'environnement. Donc, certainement. Alors, face à si on garde en tête ce tableau de le fait que les investisseurs gagnent en majorité dans les disputes de RDIE qui ont caractère environnemental, je m'intéresse à faire une analyse un peu plus approfondie de l'analyse des tribunaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui sont les obstacles ou qu'est-ce qui se passe vraiment pour qu'on en arrive à ce genre de résultats. Et aujourd'hui, je vais parler surtout de l'interprétation des traités et du concept de déférence. Comment la déférence est abordée dans le contexte des disputes en lien avec l'environnement. Alors, ici. Et c'est aussi l'interprétation des traités. C'est aussi un sujet qui est abordé dans le contexte de la réforme du système d'investissement, qui est une discussion qui est sous les auspices de UNCITRAL. Alors, l'interprétation des traités est l'un des outils qui peuvent mener à une interprétation plus équilibrée des traités. Alors, on parle ici surtout des règles d'interprétation de la Convention de Vienne, articles 31 et 32. Et ce sont des règles qui aident à interpréter, qui guident l'interprétation de termes vagues. Et on sait que les traités d'investissement ont plusieurs terminologies qui sont vagues. Et ce qui m'intéresse à démystifier, c'est à savoir dans quelle mesure les tribunaux de RDIE applique et considère l'interprétation théologique, contextuelle et ou systémique qu'on retrouve dans la Convention de Vienne, lorsqu'il interprète les obligations face aux investisseurs étrangers. Donc, à quel point je regarde d'une façon à quel point ils vont vraiment appliquer, ils vont vraiment considérer de façon explicite les règles qui peuvent faire en sorte qu'on va
considérer l'ensemble du traité ou les provisions qui protègent les investissements en lien avec les autres objectifs du traité, ou même qu'on va considérer le traité dans l'ensemble du droit international. Alors, ici, juste pour dire que le travail de UNCITRAL souligne le manque de cohérence dans l'interprétation des dispositions des traités. Je vais aborder plus tard quelles solutions on pourrait avoir pour ça, donc qui est également inclus dans le rapport. Donc, mon analyse se concentre sur les décisions sur le mérite qui ont une portée environnementale. Donc, on parle environ de 43 décisions dans la période du début de RDIE jusqu'à 2021. Alors, la première observation que j'ai, c'est évidemment, on sait qu'il y a une incohérence générale dans l'interprétation des traités dans les différents de RDIE et c'est une tangente, si on veut, qu'on retrouve également dans les disputes, dans les différends avec caractère environnemental. Et évidemment, ce n'est pas nécessairement une surprise, considérant le manque de cohérence générale. Et, ouais, non. Alors, pour aller plus en détail, dans les 43 décisions sur le mérite, on trouve environ 18 d'entre elles qui ont comme base légale un traité avec des prépositions, des dispositions environnementales. C'est sûr que la plupart des traités la plupart des différents sont pas basés sur des traités qui ont des formulations, qui incluent des éléments de réforme plus avancés au niveau de l'intégration de l'environnement dans le traité, mais quand même, il y a environ 18 différents dont le traité peut incorporer l'environnement dans le préambule ou avec une provision sur le droit de réglementer. Et dans ces 18 disputes ayant un traité où l'environnement est mentionné, environ seulement 50% des différends dont le tribunal, dans son analyse, considère ces provisions. On sait, par exemple, si on regarde les disputes en lien avec l'ALENA, qui ont un caractère environnemental, j'en identifie 7 qui ont décision sur le mérite qui ont un caractère environnemental, et il y en a seulement 2 où le préambule de l'ALENA est discuté, où l'accord le ANACE qui est discuté. Donc, c'est vraiment, on peut discuter à savoir qu'est-ce que c'est l'impact d'un préambule, qu'est-ce que c'est l'impact du droit de réglementer, mais je pense que c'est important d'observer que c'est même l'impact du préambule ou de la provision sur le droit de réglementer est peut-être discutable, mais c'est même pas nécessairement considéré. Donc, je pense que c'est important de savoir que quand l'option est possible, c'est pas nécessairement toujours un élément qui est considéré. Alors, en conclusion, sur l'aspect de l'interprétation des traités, l'examen des différents environnementaux a montré que la mesure dans laquelle les tribunaux d'arbitrage s'appuient sur les dispositions environnementales, lorsqu'elles sont pertinentes et applicables, est faite d'une façon assez limitée. Évidemment, l'interprétation des traités est une responsabilité qui est partagée entre les tribunaux d'arbitrage et l'État. Et c'est, pour revenir au rapport, il y a plusieurs... c'est un peu une conclusion du rapport de UNCITRAL. Il y a plusieurs... L'État ne joue peut-être probablement pas son rôle de manière la plus active pour essayer essayer de contrôler l'interprétation qui est faite des traités. Donc, la UNCITRAL, qui est en français la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, on dit bien le SNUD-C, a proposé plusieurs options pour essayer que les États jouent un rôle plus actif et essaient d'avoir un meilleur contrôle sur l'interprétation qui est faite de leurs traités. Donc, une des propositions qu'on connaît bien et qui est déjà appliquée dans les nouveaux traités, avoir des termes plus clairs et précis,
Ensuite, on propose la définition des règles d'interprétation. Donc, c'est rare que les traités vont vraiment avoir une provision qui vraiment parle de l'interprétation des traités. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être fait de façon plus explicite. On pense aussi à un mécanisme de renvoi aux parties du traité. C'est sûr que certains de ces mécanismes sont déjà inclus dans les traités, donc dont le mécanisme de renvoi aux parties du traité, mais ce n'est pas nécessairement fait dans une grande majorité des traités. Ensuite, on peut penser, les observations d'une partie à un traité, non partie à un litige, on en voit de plus en plus, mais ça peut être aussi une pratique qui peut être faite d'une façon plus systématique sur les questions d'interprétation. Ensuite, on peut examiner, les parties au traité ont la possibilité de réagir aux interprétations contenues dans les sentences arbitrales. Donc, ça également, c'est pas nécessairement pratique commune, mais ça peut être quelque chose qui est fait de façon plus systématique sur les questions d'interprétation pour essayer de guider les tribunaux d'arbitrage, mais aussi pour essayer d'établir une pratique plus claire sur l'intention des parties. Finalement, une dernière proposition qui est faite dans le rapport de la SNUTSI, c'est l'interprétation multilatérale. Donc, l'interprétation multilatérale est considérée comme utile surtout pour des problèmes mondiaux où l'élaboration de nouvelles solutions multilatérales serait préférée. Et il est suggéré dans le rapport une déclaration multilatérale sur les relations entre les traités d'investissement et le régime applicable au changement climatique. Donc, ça pourrait être une des options. On pourra discuter davantage dans la période de discussion, si vous le voulez. Donc, en résumé, il y a le traité, la Convention de Vienne sur les traités est utilisée de façon explicite, du moins d'une façon assez limitée dans les différents entre investisseurs et États en lien avec l'environnement. Et il y a différentes options que les États pourraient prendre pour essayer d'avoir un rôle plus actif. Certaines sont déjà mises en place, d'autres pas nécessairement d'une façon très active. Et c'est sûr que ces options-là, c'est une façon pour aider à guider l'interprétation, mais ça ne va pas nécessairement faire des changements radicaux dans le droit international de l'investissement, mais c'est une façon pour potentiellement avoir une interprétation plus équilibrée entre les droits des investisseurs et les questions, les considérations environnementales. Maintenant, je vais me diriger vers la déférence, un autre élément que je trouve intéressant de regarder dans le contexte du RDIE et de l'environnement. Donc, après l'interprétation des traités, lors de l'application du traité au fait du litige, un autre élément qui peut entrer en ligne de compte, c'est la déférence que le tribunal d'arbitrage accordera aux mesures et aux actions des autorités domestiques. Ici, la définition que j'utilise, parce que c'est sûr que c'est un terme qui est un peu vague et qui peut vouloir dire beaucoup de choses. La définition que j'utilise, c'est une définition qui vient d'une analyse sur la déférence dans les tribunaux internationaux, une analyse de Esme Shirlow dans un de ses ouvrages parus en 2021. Alors, la définition que j'utilise de déférence, ce sont les techniques utilisées par les tribunaux internationaux pour reconnaître le pouvoir décisionnel des autorités nationales lors de l'analyse d'un différend particulier. Et à partir de cette définition, on peut visualiser la déférence sur un spectre de techniques qui vont être appliquées, qui vont donner plus ou moins, qui vont accorder plus ou moins de déférence aux autorités nationales. Alors, évidemment, je tiens à préciser, c'est un peu une analyse subjective. J'utilise ce cadre analytique qui est proposé sur la déférence, mais c'est sûr que l'application de la déférence par les tribunaux d'arbitrage, c'est quelque chose, c'est pas toujours clair. Donc, on pourra en discuter aussi davantage de comment on peut décerner la présence de déférence. Mais ici, donc, il y a environ, dans son cadre analytique, elle propose 7
catégories. Je vais parler de 3. Donc, la déférence comme contrôle, c'est une des approches. C'est une différence, une application de déférence qui est plutôt du côté moins, donc moins de déférence. Et c'est un examen, lorsque le tribunal fait un examen de l'exactitude de la mesure. Donc, il fait vraiment un examen de contrôle de la mesure des autorités domestiques. Et dans cette approche, le tribunal arbitral ne considère pas pertinent l'interprétation du droit national par les autorités nationales et propose plutôt sa propre interprétation. Selon moi, la décision de Bill Cohn, la décision majoritaire, est une application de la déférence en tant que contrôle. Ensuite, on peut avoir une approche qui accorde plus de déférence. C'est la déférence en tant qu'abstention. Donc, le tribunal reconnaît une zone de pouvoir décisionnel exclusif aux autorités, aux autorités nationales. Donc, c'est une acceptation du droit de réglementer et un refus de revoir les décisions et les mesures domestiques. Et pour en rester avec Bill Cohn, selon moi, l'opinion décidente est plus une illustration d'une application de déférence comme une abstention. Finalement, la déférence peut aussi être sous forme de respect. Et sous forme de respect, les tribunaux vont plus exécuter un examen de la procédure. Donc, c'est un type de déférence qui se caractérise par le fait que les tribunaux arbitraux examinent la décision nationale afin de vérifier si elle est justifiable. Donc, ils vont faire un examen des garanties procédurales. Et c'est une approche qui est peut-être plus complémentaire du tribunal par rapport aux autorités domestiques. Ici, selon moi, un exemple, ce serait le cas de Crystalex versus Venezuela, où il y a eu un examen procédural vraiment une revue procédurale du processus décisionnel. Et également Lone Pine, je pense que c'est plus une application de déférence avec respect, où il y a vraiment une emphase sur le processus démocratique qui a mené à la mesure qui a été prise par le Québec. Alors, mon analyse, ici encore, on parle des décisions environnementales sur le mérite, donc un groupe de 43 décisions jusqu'en 2021. Ce que je trouve, c'est que la majorité des décisions vont appliquer la déférence comme respect. Et si on regarde avec le temps, bon, c'est peut-être pas une tangente très régulière, mais on peut en conclure que probablement un peu plus de différence avec le temps, un peu plus de déférence avec le temps qui est fait par les tribunaux d'arbitrage en matière environnementale, puisque les méthodes qui accordent plus de référence, plus de déférence, semblent augmenter avec le temps. Un des défis, quand on pense à la déférence, c'est que, comme j'ai mentionné au début, les tribunaux d'arbitrage ont tendance à ne pas justifier la technique qu'ils appliquent. Ce que dans mon analyse, ce que j'ai remarqué, ça peut être évidemment les faits spécifiques d'un litige vont faire en sorte qu'une certaine technique de déférence va être appliquée. Et également, l'expertise locale est une des raisons qui peut être donnée. Les preuves scientifiques, dans un des cas, le changement climatique. Donc, on peut soutenir que le fait d'énoncer plus explicitement les justifications, les facteurs qui mènent à une certaine déférence pourrait contribuer à une transparence et une cohérence analytique des tribunaux d'arbitrage et dans le contexte de la crise de légitimité, contribuer plus à leur légitimité. Donc, en résumé, par rapport à la déférence, ma conclusion, c'est qu'il y a une tangente vers l'application de déférence avec respect, mais que, comme je viens de dire, les justifications pourraient être, ce serait important que les tribunaux soient plus transparents par rapport à leur justification pour appliquer une certaine technique de déférence. Et finalement, mon dernier élément avant de conclure, c'est le principe de précaution, un principe qui a été discuté dans le cas de Lone Pine et dans d'autres différents. C'est un principe qui est, selon moi, aussi en lien avec
un degré de déférence. Ça peut être une des justifications que les tribunaux peuvent donner pour adopter une certaine différence aux mesures, aux autorités nationales pour signaler la nécessité de mesures de précaution. Et ici, c'est... Ouais. Alors, dans mon analyse sur le principe de précaution, c'est dans les différents jusqu'en 2021, j'identifie 17 documents. Je parle ici de documents parce que j'ai regardé pas seulement parce qu'il y en a très peu, pas seulement les décisions, mais aussi les documents, d'autres documents, les observations par des parties ou aussi les amicus curiae. Donc, 17 documents dans 14 différents. Donc, il s'agit, selon moi, d'un développement intéressant quand on pense au contexte environnemental du RDIE. C'est surtout utiliser le principe de précaution dans le cadre des arguments de défense de l'État lorsqu'ils ont pris, lorsque les mesures qu'ils ont prises, ils veulent les justifier pour protéger l'environnement. Les tribunaux n'ont pas nécessairement toujours considéré la valeur du principe de précaution, mais dans certains cas, évidemment, les pratiques sont non uniformes. Donc, dans certains cas, on a des décisions où il y a une certaine valeur accordée à la justification sur la base du principe de précaution, mais pas dans tous les cas. Et donc, je pense que c'est un développement intéressant. Les principes environnementaux sont construits pour répondre à l'évolution des circonstances environnementales et ils peuvent permettre de prendre en compte des changements, le changement continu de l'environnement, ce qui est un des défis majeurs dans le processus de RDIE et l'environnement, le contexte de changement continu. Et ici, juste pour une illustration, c'est pas un type de provision qui est très répandu, mais on voit aussi que dans le traité bilatéral d'investissement entre le RDC et Rwanda, un traité de 2021, que le principe de précaution est inclus dans l'article sur la protection de l'environnement et l'utilisation des ressources naturelles. Ce n'est pas nécessairement une pratique très répandue, mais je trouvais intéressant de le mentionner. Donc, l'article dit « Les investisseurs, leur investissement et les autorités de l'État hôte doivent appliquer le principe de précaution à leur évaluation de l'impact sur l'environnement et aux décisions prises en relation avec un investissement proposé, y compris toute approche d'atténuation ou alternative nécessaire à l'investissement ou interdisant l'investissement si nécessaire. » Donc, ça peut être un développement intéressant au niveau du principe de précaution. Et finalement, pour conclure mon petit bilan sur le RDIE et l'environnement, alors, ce que j'ai... On peut, comme j'ai mentionné au début, il y a nécessairement une espèce de développement non uniforme dans le système de RDIE et ce qui est aussi reflété dans le contexte de l'environnement. Donc, on peut quand même noter que les investisseurs gagnent d'une façon plus élevée dans le contexte du RDIE et de l'environnement, que l'interprétation en lien où on applique la Convention de Vienne de façon explicite est faite de façon assez limitée lorsqu'il y a des provisions environnementales dans un traité, et que la déférence semble être appliquée de façon de type respect, mais que les justifications sont... une recommandation, ce serait d'avoir des justifications plus claires pour l'application de déférence. Alors, on peut en conclure que dans l'ensemble, le contexte dans lequel l'environnement et le droit international d'investissement, le contexte évolue, mais qu'il reste encore beaucoup de travail pour, si on veut réaligner davantage les objectifs environnementaux dans le droit international d'investissement. J'ai proposé, dans le contexte d'interprétation des traités et de la déférence, j'ai discuté de quelques suggestions. Évidemment, il y a beaucoup de suggestions, il y a plusieurs initiatives pour réformer le droit international de l'investissement. Il y a beaucoup d'autres suggestions
qui sont beaucoup plus radicales, que vous êtes probablement qu'on retrouve dans ces rapports, que vous êtes peut-être déjà familiers. Alors, on suggère de mettre fin au traité d'investissement. C'est une des suggestions plus radicales dans ces rapports, entre autres. Aussi, une des suggestions est de réduire ou éliminer l'exposition des États aux demandes de RDIE. Donc, sans tout jeter à la poubelle, on peut aussi réduire l'exposition et exclure le secteur climatique, par exemple, du processus de RDIE. On parle aussi d'un plafond pour les compensations dans le processus de RDIE. C'est une des suggestions. Et évidemment, on peut réimaginer tout le système et on voit aussi des développements qui focusent plus sur la facilitation des investissements plutôt que la protection. Donc, je pense que je vais terminer ici. Merci de votre attention. Est-ce que au loin de toi. Ça devrait aller. Oui, OK. Parfait. Merci beaucoup, Laura, pour cette excellente présentation. J'ai appris beaucoup. Le concept de déférence, là, pour moi, vient de gagner en subtilité énormément. Merci, c'est extrêmement instructif. Je me tourne maintenant vers Jean-Michel pour les commentaires du répondant et je suis sûr que tu auras de multiples commentaires pour notre excellente conférencière. Absolument. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Merci, en fait, tout d'abord, merci à Richard et à Banane pour l'organisation de cette conférence-là. Et merci beaucoup, Laura, de m'avoir envoyé les informations d'avance aussi. Je n'ai pas une énorme expérience pour commenter des papiers comme ça, mais le fait de recevoir la présentation une semaine avant facilite énormément mon travail, donc c'est très apprécié. Ça n'a pas été mentionné, mais cette discussion, cette conférence résulte d'une petite discussion qu'on a eue sur une terrasse à Aix-en-Provence après la conférence de la Société européenne de droit international, je pense. Ça fait partie de notre travail. C'est important de mentionner. Donc, très heureux d'être ici pour faire des commentaires sur ce papier-là. J'ai gardé mes commentaires très brefs, environ une dizaine de minutes. Je les ai organisés en 3 grandes catégories. Premièrement, des félicitations. Deuxièmement, 2 critiques. Et troisièmement, des questions pour alimenter les discussions. Donc, les félicitations pour commencer. En fait, je pense que la très grande force de ce travail-là, c'est la nature empirique. Je pense que c'est assez facile de tomber dans le panneau d'analyser la compatibilité ou l'incompatibilité du droit international de l'investissement avec la protection de l'environnement en regardant les décisions une par une. Je pense que ça fait des décennies qu'on a des décisions environnementales maintenant. C'est assez facile de trouver des décisions qui sont une bonne chose. Pour la protection de l'environnement, il y a des décisions qui ne sont pas une bonne chose. Pour la protection de l'environnement, je pense que le travail qui est fait dans cette recherche-là, c'est vraiment de prendre un pas de recul, regarder le tableau dans son ensemble, avoir des données quantitatives. Je pense que c'est très utile pour ça sur les taux de succès qui semblent gagner ces décisions-là, ces différents qui portent qui ont une nature environnementale. Donc, je pense que c'est un élément qui est très important. Je trouve que ça peut rapidement mener dans un cul-de-sac si on tente justement de s'en tenir uniquement aux décisions sans essayer de dégager des éléments transversaux. Et je pense que c'est en utilisant la référence, en utilisant le principe de précaution, en utilisant des données empiriques, je pense que la recherche le fait très bien. Donc, c'est le premier point que je voulais mentionner. Ça amène à mes critiques, 2 critiques plus spécifiques. Ça fait partie de la job. Hein? Ça fait partie de la job. C'est pas discuté. Ça n'était pas beaucoup mentionné dans la présentation, un peu plus dans ce que tu m'avais envoyé. C'est la définition des différents environnementaux. Je comprends avec le diagramme qui a été mentionné, je te concentrais ici essentiellement sur les différents environnementaux sans nécessairement inclure, et corrige-moi si je me trompe, les différents qui portent sur les énergies renouvelables. Oui. Je pense que quand même, dans d'autres éléments, et peut-être que ce qui concerne la différence, peut-être, ou presque de précaution, là, on trouvait est-ce qu'on trouvait des décisions qui étaient un peu plus sur les énergies renouvelables? J'aurais pu préciser la définition différente de RDIE peut inclure les disputes de l'énergie renouvelable.
et inclus les disputes d'énergie renouvelable dans ma présentation. Je les ai exclus parce que autant je les considère pertinents, c'est un peu différent parce que c'est une modification de programme de subvention. C'est pas exactement, c'est en lien, mais comme un peu différent. Donc, je les traite de façon différente et dans la présentation, j'ai vraiment juste parlé des différents environnementaux. OK. Ben, ça atténue énormément la critique, mais je vais juste mentionner un peu pour les bénéfices de ceux qui de l'auditoire. En fait, je pense que lorsqu'on regarde, c'est tout à fait en honneur de vouloir combiner les deux, de vouloir observer les deux comme un tout, parce que c'est vrai que le lien entre environnement et loi dans l'investissement est rendu complexe. Parce qu'on a maintenant ces décisions-là qui portent sur un retrait d'incitatifs fiscaux à des entreprises qui œuvrent dans le domaine des énergies renouvelables. Je pense que c'est très différent lorsqu'on a une mesure environnementale qui vise, par exemple, à sanctionner la pollution d'une minière qui opère à l'étranger, lorsqu'on a une mesure qui retire justement les incitatifs fiscaux financiers pour mieux performer ou investir davantage en matière d'énergie renouvelable. Là où j'avais la critique, et je pense que c'était dans les éléments qui étaient envoyés, c'est que l'analyse du taux de succès était faite des deux côtés. Je pense qu'il y avait une séparation qui était faite entre le taux de succès lorsque l'investisseur remporte un différend environnemental et également un taux de succès lorsque l'investisseur remporte un différend dans le contexte des énergies renouvelables. Et je pense que la conclusion qu'on peut tirer de ça est très, très différente l'une à l'autre. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je pense qu'au final, lorsqu'on regarde le taux de succès des investisseurs, ultimement, la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est quelle est la latitude de l'État à réglementer. Et on évacue un peu la question environnementale. Des fois, l'État réglemente pour la protection de l'environnement et des fois, l'État réglemente ou adopte juste un régime fiscal différent qui, ultimement, a un impact sur l'environnement. Donc, c'était un élément, en sachant justement que là, l'avantage, qu'est-ce qu'on trouve, c'est la question des différents environnementaux en excluant les énergies renouvelables. La deuxième critique porte un peu plus sur l'espèce d'articulation, je pense qu'il est un peu implicite dans le travail, mais qui est très présente quand même. C'est l'articulation entre la formulation imprécise de certains termes des traités, le manque de cohérence dans l'interprétation des tribunaux et enfin la protection de l'environnement. J'ai l'impression que lorsqu'on arrive à faire la suggestion un peu de regarder comment est-ce qu'on peut interpréter les traités pour améliorer la cohérence, ultimement, c'est dans une optique de favoriser la protection de l'environnement. Il y a deux points, je pense, que je voudrais mentionner ici. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un manque de cohérence en matière d'arbitrage international, surtout en matière de protection de l'environnement. Là où je veux un peu déconstruire cette espèce de triple articulation des trois éléments, tout d'abord, l'articulation entre le contenu des accords et les décisions arbitrales. Et je pense que tu es très au courant, c'était cité dans les documents que tu m'avais envoyés, mais les travaux de Wolfgang Axner sont très utiles là-dessus pour montrer que même si les tribunaux ont devant eux des différends qui portent sur des nouveaux accords avec des dispositions différentes, souvent le résultat va être le même que s'il n'y avait pas ces nouvelles dispositions-là. Mais je pense que ça vient un peu affecter cette logique-là entre les trois éléments. Donc, si on a beaucoup de difficultés à convaincre les tribunaux de changer leur interprétation et à s'appuyer réellement sur des traités plus clairs, des dispositions plus claires dans les traités, je pense qu'on doit quand même reconnaître une certaine limite à cette voie-là, de vouloir toujours améliorer les traités, améliorer le contenu des traités. Ça semble ne pas fonctionner jusqu'ici et je me demande jusqu'où on peut progresser dans cette lignée-là. Et en fait, le cas Equoro contre Colombie est un grand problème, à mon sens, sur cet aspect-là, sur la protection environnementale, parce qu'on a un tribunal qui a décidé de ne pas prendre en compte de façon adéquate l'exception générale qui se retrouvait dans l'accord applicable. Donc, ça devient vite un enjeu. L'autre élément en lien avec cette espèce de triple articulation-là, c'est qu'au final, les tribunaux qui veulent réellement adopter un raisonnement qui est favorable à la protection de l'environnement peuvent très bien le faire sans s'appuyer sur les traités. Je pense à Métanex, par exemple, où en utilisant la doctrine de pouvoir de police, le tribunal est arrivé exactement à une fin, un résultat qui ultimement est très cohérent avec la protection de l'environnement. Donc,
je pense que ça devrait être un peu plus reconnu, cette limite à vouloir favoriser la protection de l'environnement en essayant de contrôler davantage les décisions des arbitres et en faisant ça avec des traités qui sont clairs. Au final, j'ai l'impression qu'il y a réellement un caractère qui est très fondamentalement indéterminé de plusieurs aspects du droit international de l'investissement. Et là, c'est parce que j'enseigne à Carleton maintenant, mais je pense qu'on peut très bien s'inspirer des travaux de Koscielny, par exemple, sur cet aspect-là. Et les deux décisions que j'ai en tête, c'est Rockefeller contre l'Italie et Long Pine. Les deux portent exactement sur une volonté de bannir les activités d'exploration, d'exploitation de gaz et de gaz et de pétrole. Ultimement, on arrive avec deux décisions. Le résultat est complètement différent. Si on analyse un peu ça, on voit des traits qui sont très proches de ce qui avait été mentionné par Koscielny pour montrer ce caractère indéterminé du droit. Donc, tout ça pour dire qu'il y a peut-être une limite réelle à ce qu'on peut faire en tentant de clarifier davantage le contenu des traités. Ça m'amène à ma dernière portion. C'est des questions que je veux lancer pour t'offrir une chance de répondre, peut-être commencer la discussion avec les participants. Donc, premièrement, c'est une question que je n'avais pas prévue au départ, mais en t'écoutant, elle est venue. Les dispositions, lorsqu'il est question justement un peu de regarder, tu as parlé de dispositions sur le droit de réglementer, tu as parlé de dispositions sur le préambule, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une disposition qui te semble plus prometteuse que d'autres sur comment on peut réellement, c'est un peu contradictoire, ce que je viens de dire sur la critique sur le contenu des traités, mais est-ce qu'il y en a une qui semble être plus porteuse? Et je le mentionne parce que si on fait parallèle avec le droit de l'OMC, les considérations environnementales résultent énormément de l'interprétation qui a été faite du préambule de l'accord de Marrakech. Et j'ai l'impression que la façon qu'on interprète le préambule en droit d'investissement, parce qu'on n'a pas d'organe d'appel pour faire une prise de position aussi claire que ça, on est un peu plus frileux en droit d'investissement de s'appuyer sur le contenu d'un préambule. Si on le fait, des fois, on mentionne qu'il y a le développement durable qui est mentionné dans le préambule, mais très rapidement, on dit, ben oui, mais le développement durable, il y a aussi la portion économique. Donc, on va protéger l'investisseur et on va satisfaire la notion de développement durable ici. Je pense que Bill Gunn est un excellent exemple aussi de ça. Donc, est-ce qu'il y a une des dispositions qui semble les plus promoteuses? Est-ce qu'il y a un meilleur potentiel des préambules en droit de l'investissement? Deuxième question porte sur la déférence. Je comprends qu'il y a cette sensibilité-là croissante. Je trouve ça très intéressant envers les décisions nationales en matière de protection de l'environnement. Et je comprends aussi, je trouve ça très utile de présenter la déférence comme un continuum pour voir justement au final où les décisions se situent. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre ce que les arbitres disent et ce qu'ils font réellement. Et j'ai encore l'idée de différent de faire dans le droit Cooper contre l'Italie. Je pense que de façon très, très, très importante et presque exagérée comparativement à d'autres décisions, les arbitres ont vraiment dit on ne pose pas de jugement sur ce qui a été fait en droit interne. C'est tout à fait correct que le gouvernement voulait adopter le régime pour bannir les activités d'exploration et d'exploitation de gaz et de pétrole. Mais ultimement, l'Italie s'est ramassée à payer près de 200 millions d'euros. Et même si très explicitement au début, on mentionne qu'on est prêt à faire confiance un peu aux raisons, toute la logique que l'État hôte a eue pour adopter la mesure environnementale, on peut trouver une façon pour ultimement sanctionner l'État quand même. Et peut-être que des fois, différents éléments de déférence peuvent coexister au sein de la même décision. Même si on vocalise un certain respect, au final, on est dans le contrôle très clairement. Donc, comment est-ce qu'on peut réellement faire cette distinction-là et comment tu navigues ces différences-là dans les différentes décisions? Dernier point, principe de précaution. Je trouve ça très intéressant que les travaux montrent des références au principe de précaution. Et j'ai eu un peu le même enjeu. J'ai fait des travaux récemment sur des références au concept de développement durable. Et j'ai été un peu surpris de voir les décisions qui sont listées au final. Eco-Oro est là. On parle de précaution dans la décision, on en parle dans l'opinion dissidente, mais au final, c'est pas une très bonne décision du point de vue de protection de l'environnement. Bill Gunn aussi se trouve là. Donc, quelle est l'attente un peu avec d'un point de vue juridique lorsqu'on regarde ces références-là au principe de précaution? Est-ce que, ultimement, l'idée que ce principe de précaution-là agisse un peu comme une exception
permet à l'État de justifier des mesures qui seraient autrement incompatibles avec les obligations en protection de l'investissement, ou est-ce qu'il y a une limite un peu inhérente à l'utilisation de ce principe en droit d'investissement? Je m'arrête ici, je sais qu'il y a des personnes très compétentes dans la salle qui peuvent contribuer aussi. Merci beaucoup pour cette présentation-là. Merci pour ces travaux-là, c'est très important. Et bravo pour la formation. Je suis content de t'avoir confié la réponse à la conférence de Laura. Ce sont des questions extrêmement pertinentes que tu soulèves. Donc, Laura, tu voudras peut-être apporter quelques éléments de réponse à ce que Jean-Michel vient de nous dire. Merci pour les excellents commentaires. J'ai pris beaucoup de notes, je vais essayer de répondre à tout. Alors, en premier, on a parlé de la distinction entre les disputes environnementales et énergétiques. Et je suis pas d'accord que je les traite dans mon travail comme en lien, mais vraiment différent. Donc, je suis très en accord avec ton commentaire. Finalement, ça en vient à la latitude à réglementer. Je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a beaucoup de matériel dans ce que tu as dit. Je vais essayer de répondre à tout. Le deuxième élément, tu parlais des limites pour améliorer les traités, les limites par rapport à l'interprétation. Oui, je suis partiellement en accord. Les tribunaux ont des pouvoirs discrétionnaires et on ne peut pas tout contrôler. Dans mes suggestions, je parle de plusieurs suggestions. Pas seulement de reformuler le préambule, pas seulement de reformuler des dispositions qui sont présentes, mais vraiment il y a plusieurs techniques, je pense, qui peuvent être pertinentes pour essayer de resserrer le contrôle des traités, dont les déclarations que les parties font. Je pense qu'il y a quand même, mais je reconnais qu'il y a des limites à limiter le pouvoir discrétionnaire des arbitres, mais je pense qu'il y a quand même encore une matière à amélioration sur certains aspects. Et par contre, en matière de déférence, alors, tu as mentionné le point de Rock Cooper, à quel point, finalement, à quel point, en parlant de déférence, tu as parlé, oui, c'est un concept indéterminé, et puis à quel point, finalement, la distinction de ce que les tribunaux disent et font. Ouais, je pense que c'est un bon point, et je pense que c'est un peu une critique je pense que c'est assez difficile d'essayer d'analyser en fonction de déférence. Je trouve que c'est intéressant, mais et en effet, il y a plusieurs éléments de différence j'ai essayé de catégoriser, mais il y a plusieurs éléments de différence dans une décision. Donc, alors je suis en accord que c'est assez un défi de regarder, d'essayer de catégoriser et d'identifier les pratiques de différence. Et en effet, je veux dire, si on compare Lone Pine et Rock Cooper, ils semblent tous les deux, dans les deux décisions, vouloir respecter, ils mentionnent de façon claire, vouloir respecter le pouvoir décisionnel des États. Mais je pense que, par exemple, si on regarde, je trouve que dans Lone Pine, on voit vraiment une expression de différence dans le processus. Pas seulement dans ce qu'ils disent, mais dans le processus dans leur analyse. Par exemple, Rock Cooper, en effet, je pense qu'ils ont c'est-à-dire la pratique de déférence va au-delà de seulement mentionner un certain aspect aux autorités nationales. On peut voir dans la décision d'autres aspects. Je pense que l'élément assez déterminatif dans la décision de Rock Cooper, c'est aussi comment on conceptualise l'investissement. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de facettes. Et la déférence, c'est pas la réponse à tout, mais c'est un élément qui peut être intéressant dans l'analyse, tout de même, selon moi. Mais en effet, c'est pas tout. Finalement, la précaution. Alors, le principe de précaution, en effet, c'est pas un principe qui va tout révolutionner. Je suis en accord avec toi. Et je pense que c'est surtout un élément qui peut aider à justifier la légitimité des mesures environnementales de l'État. C'est sûr, encore une fois, des limites, mais je pense que c'est un des outils qui peut aider peut-être à justifier la légitimité des mesures nationales. Mais
je vois plus ça comme un des outils. Et là, j'ai pas mentionné dans mes réponses que tu as parlé de l'utilisation des... comment le préambule dans le OMC est utilisé d'une façon différente. Et en effet, je pense qu'il y a... il y a une des critiques aussi du système de RDIE que les arbitres ne font pas nécessairement une expérience en droit international, en droit international de l'investissement. Donc, c'est peut-être aussi une des distinctions quand on parle des deux régimes et qui fait que le préambule peut avoir une plus grande portée dans le contexte de l'OMC que dans le système de RDIE. Merci pour les commentaires, beaucoup de matière à réflexion. Et je vais m'arrêter ici avec mes brèves réponses. Aimerais-tu faire un commentaire complémentaire? Non, ça va, je laisse la place aux participants. Très bien, très bien. Merci beaucoup. La discussion est déjà très, très riche avant même qu'on ouvre la période de questions. Je suis très content de l'auditoire qu'on a avec nous aujourd'hui. Alors, on a un bel aéropage, plusieurs professeurs d'université spécialisés dans l'investissement qui sont avec nous et plusieurs personnes qui représentent les autorités publiques. Puis, l'affaire Lone Pine n'a pas été très loin d'eux. Alors, j'imagine qu'il y aura des questions fort pertinentes. Donc, j'ouvre la période de questions. N'hésitez pas, levez la main, que ce soit une main en ligne ou que ce soit une main en présence. On lance des échanges. Donc, je vois Charles-Emmanuel et ensuite Charles Coder. Charles, j'en prie. Merci Richard. Merci Laurent pour la présentation. Merci Jean-Michel aussi pour tes commentaires. Je me réjouis de voir que notre faculté ou notre université, là, je vais peut-être un peu chauvin, mais est une belle pépinière de talents dans le domaine du droit international de l'investissement. Je me réjouis de voir que vous poursuivez vos carrières respectives sous d'autres cieux avec brio. Donc, c'est un petit moment de chauvinisme. Et puis, merci beaucoup pour la présentation, vraiment intéressante. Puis les commentaires, Jean-Michel, on a un alignement de pensée parce que tes commentaires ont touché exactement au point que j'avais noté ici. Alors, je vais poser la question, puis je vais un peu faire du pouce sur tes commentaires, sur la notion, la définition de litige environnemental, effectivement. Alors, si d'un côté, c'est vrai qu'en ayant une image macroscopique des choses, ça révèle beaucoup de choses, en même temps, on peut amener des nuances, t'en as amené sur le type de mesure qui est prise. Moi, il y a une question que je me posais. En fait, je vais avoir deux questions. La première question, c'est sur la notion très intéressante, le spectre de déférence. Je me posais la question, dans quelle mesure l'angle d'attaque de l'investisseur, l'argument juridique qui est amené, le problème juridique à la base de la réclamation, influence-t-il la déférence? Et là, je vais m'expliquer. Il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse de la mesure d'intérêt général qui est prise. Donc là, on a un problème de compatibilité de la mesure d'intérêt général avec les dispositions, essentiellement la disposition contre l'expropriation indirecte. Puis là, la notion d'expropriation indirecte, elle est connue en droit interne aussi. Puis, elle n'est pas inventée par le RDIE. Alors, il peut arriver des cas où on estime qu'on doit indemniser parce que le poids supporté par un individu, un acteur économique, est trop élevé, même dans le cas d'une mesure d'intérêt général. Enfin, c'est une espèce d'exercice sur qui repose le coût d'une mesure d'intérêt général. Donc ça, c'est une chose qui est connue en droit canadien, qui est connue en droit américain, évidemment, on le sait, qui est connue dans le droit interne de plusieurs États. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des cas environnementaux, qu'on peut appeler environnementaux, où en fait, ce qui est attaqué, ce qui est visé, c'est le processus administratif qui peut avoir été entaché de défauts même qui peuvent violer notre fameuse norme minimale de traitement, des cas. Et il me semble qu'ici, le cas Clayton-Billiken dont tu as parlé, c'est un cas où, sauf erreur de ma part, on a beaucoup axé sur le processus décisionnel qui aurait été défaillant. Puis quand on regarde la trame factuelle, effectivement, il y a beaucoup de choses surprenantes dans cette affaire-là qui étaient problématiques. Alors là, ma question vraiment, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau de déférence selon que on s'attaque au processus décisionnel plutôt que à la mesure elle-même, la mesure environnementale elle-même prise d'une façon plus générale? J'aurais l'impression qu'il y en a peut-être une, mais je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, si tu as atomisé un peu les résultats de ta recherche, tu as fait cette distinction-là. Puis ma deuxième question est liée à ça à nouveau, puis il y a un lien avec Billiken aussi.
j'ai été frappé là, de l'expression, le rapport, donc j'ignorais l'existence du rapporteur spécial, là, donc la phrase le pollueur payé, donc c'est très bien trouvé, hein? C'est vraiment très bon. Maintenant, ma question est à nouveau liée un peu au rapport avec la protection en droit interne. Dans quelle mesure notre droit interne aussi, qui protège contre les dysfonctionnements de l'administration, qui protège contre l'expropriation indirecte quand ces critères sont remplis, est-ce que ça ne peut pas arriver aussi qu'en droit interne, il y a un pollueur payé et est-ce que ce n'est pas légitime dans certaines circonstances? Autrement dit, l'affaire Clayton-Bilcon, c'est un exemple intéressant parce que l'investisseur avait choisi de ne pas exercer ses recours internes pour contester la décision de l'administration publique. Puis au final, dans l'affaire d'investissement, bien qu'il ait eu gain de cause, l'investisseur, on sait que les dommages, au final, c'était franchement des peanuts, hein? C'était rien. Alors, on peut être alarmiste avec cette affaire-là, mais au final, il n'est pas totalement farfelu de penser qu'il y a eu dans le processus une certaine approximation qui aurait peut-être même pas passé le test des tribunaux internes canadiens, mais ça, on ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas eu d'épuisement des recours internes. Donc, est-ce que, dans le fond, les affaires que tu as examinées, à ton sens, où les investisseurs ont eu gain de cause, est-ce qu'ils n'auraient pas eu de gain de cause en droit interne? Parce que l'alternative, c'est toujours exercer un recours interne, spécialement dans les pays développés, dans les pays avec des structures moins bien établies. On peut penser que c'est moins une option, mais dans des pays développés, comme l'Italie, le Canada, les États-Unis, est-ce qu'à coup sûr, il n'y aurait pas eu pollueur payé en droit interne, et donc c'est une dysfonction du système de droit international d'investissement, ou au fond, est-ce qu'il n'y a pas là quand même une certaine légitimité à protéger, dans certains cas, les intérêts des investisseurs quand le gouvernement, l'État agit d'une façon incorrecte? Merci, Charles. Excellente question. Oui, excellente question. Merci pour les commentaires à la question. Oui, en effet, je pense que c'est un point important. Le processus administratif et par rapport à un règlement, l'adoption d'un règlement, l'adoption d'une législation. Et en effet, je pense que j'en ai pas parlé dans la présentation, mais je pense qu'il y a une différence dans la pratique de déférence. C'est un processus, c'est une mesure législative, si c'est un acte judiciaire ou si c'est une mesure plus exécutive. Alors, je pense que c'est vraiment un élément important dans l'analyse de la déférence que j'ai pas beaucoup mentionné aujourd'hui, mais en effet, je le prends en compte. Et par rapport à l'affaire Bilcon, pour être honnête, j'ai été un peu mitigée dans mon analyse de savoir est-ce qu'il y a vraiment un respect, est-ce que c'est vraiment la différence avec un respect ou est-ce qu'il y a une revue du processus, parce que finalement, c'est vraiment l'examen de comment l'étude d'impact environnemental a été faite, c'est vraiment ça. Évidemment, c'est toujours, comme je disais, c'est vraiment subjectif parce que c'est pas quelque chose les tribunaux ne disent pas nous appliquons ce type de différence pour telle et telle raison. C'est comme un essai de démystifier. Mais selon moi, puisque finalement, ils ont tellement mis l'emphase sur le community core values, alors, il n'y a eu aucune espèce de différence sur je comprends qu'on peut voir ça comme un examen de processus administratif, mais en même temps, il n'y a eu aucune différence pour le fait d'adopter ce critère-là dans l'examen d'étude d'impact. Donc, moi, c'était plus un contrôle à savoir mais on pourrait en discuter longtemps et je pense que c'est tout un peu à matière à discussion, mais selon moi, c'est plus un contrôle de ce qui se passait que vraiment un examen seulement procédural de ce qui a été fait. Mais en effet, c'est une pratique de déférence qui est différente si c'est l'examen de processus administratif, c'est vraiment le fait d'examiner une mesure législative. Donc, oui, mais c'est des éléments qui sont importants dans l'analyse et qui ne sont pas nécessairement faciles à démystifier. Sinon, par rapport aux pollueurs payés, en effet, c'est vraiment, ça devient, c'est un bon slogan. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Mais je pense qu'un des éléments, oui, en effet, il y a des processus de droit interne qui sont possibles pour les investisseurs en cas d'action
qui portent en cas d'action non conforme des autorités locales. Mais je pense qu'un des arguments pour le pollueur payé dans le système de RDE, c'est vraiment la somme. En droit interne, je ne pense pas qu'il pourrait acquérir des compensations aussi faramineuses. Donc oui, il peut avoir probablement des cas où les pollueurs seront payés en droit interne, mais jamais de l'énormité qu'on voit en RDE. Et de là, la différence, et pourquoi ça devient plus alarmant. Merci. Michel, tu rebondir sur un élément? Je lutte. Oui, on va passer à la question à Charles. Très rapidement, je pense que l'idée de faire la distinction entre la mesure d'intérêt général et le processus, je pense que ça peut être très problématique parce que ça coexiste dans la même décision souvent. Et Lone Pine est un exemple, Rock Hopper est un exemple où la mesure réglementaire est très vaste, mais on vient faire l'analyse comme oui, mais quels étaient les droits? Est-ce que l'investisseur avait droit à un permis dans ce cas-là? Alors, on ne vient pas analyser la mesure réglementaire, mais on vient analyser le retrait du permis dans le cas de Lone Pine. Et les tribunaux se promènent d'un à l'autre comme ça, sans vraiment réfléchir à articuler qu'est-ce qui justifie le passage d'un à l'autre. Pollueur payé, je pense qu'en fait, oui, c'est un aspect intéressant de dire, mais en droit interne, qu'est-ce que ça pourrait exister? Je pense que c'est ça le problème de Bilken. C'était d'élever au statut de violation de la norme minimale de traitement en droit international, de ne pas avoir suivi un processus à la lettre en droit interne. Je pense que c'était fort en café, ce côté-là. Et je pense que c'est beaucoup la critique de Don McRae aussi sur cette décision-là. Je pense que oui, peut-être que ça pourrait très bien se produire en droit interne d'avoir des pollueurs payés, mais est-ce que le droit international de l'investissement, est-ce que la norme minimale de traitement en droit international d'investissement visait à aborder ou à donner des protections pour ce genre de scénario-là? J'ose espérer que non. Merci beaucoup. On passe à la question de Charles Collin. Oui. D'abord, merci Laura pour la présentation super intéressante, pertinente. Comme ça a été dit, moi j'ai trouvé qu'un aspect aussi vraiment intéressant et fort de ton analyse, c'était le côté quantitatif. Puis les graphiques sont clairs, ça nous explique beaucoup de choses. Puis une question qui est revenue plusieurs fois, c'est par rapport justement ce qui est difficile à analyser, c'est le côté très large de ce qui est abordé dans les décisions. Donc, on parle des fois de question énergétique versus la question des pratiques dommageables, la question de processus versus acte réglementé. Puis moi, il y avait une autre dimension que je me demandais si tu avais abordé ou si tu avais pensé d'aborder. Est-ce que tu avais pensé peut-être regarder quelles problématiques environnementales étaient abordées un peu directement dans le jugement? On peut là un peu distinguer entre des problématiques plus globales, généralement les changements climatiques, des problématiques plus locales, donc la pollution du sol, pollution des cours d'eau, etc. Je me demande si je pense que tous ces mouvements-là, ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant si tu voulais continuer tes recherches dans cette veine-là. Ça pourrait être de regarder de manière plus détaillée comment cette analyse statistique que tu as abordée se décompose quand on précise un petit peu les différentes variables. Alors, je me demandais d'abord si tu avais regardé ça ou si tu avais pensé regarder les problématiques en tant que telles. Merci pour ton commentaire. C'est un excellent commentaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de différence qui peuvent être plus détaillés. Et comme on pouvait mentionner les justifications, j'ai vu une fois aussi le changement climatique qui est abordé pour justifier comme une approche plus différente aux autorités nationales. Mais en effet, ça pourrait être intéressant, c'est une bonne suggestion de regarder le type de mesure. Est-ce que c'est une mesure législative, judiciaire, exécutoire, quel genre de mesure, mais aussi dans quelle spécificité Parce que moi, je veux dire, d'un point de vue purement non scientifique, je pourrais imaginer ou présupposer que peut-être qu'il y aurait plus de différences par rapport à des mesures qui répondent à des problématiques plus locales. Ou d'un, le dommage est plus clair à circonscrire versus des problématiques globales, comme on voit les changements climatiques, le dommage est diffus ou la protection de l'environnement est plus diffuse. Ça pourrait être vraiment intéressant.
Et puis, ma deuxième question ou commentaire, c'était par rapport à la discussion qu'il y avait autour du recours au principe de précaution, puis c'est autour du concept de développement durable. On a mentionné que les interprétations faites par les arbitrages étaient un peu all over the place, malgré, c'est ça de manière un peu surprenante, mais moi, en tant que, full disclosure, je n'ai pas un background nécessairement en droit des investissements ou en droit commercial international. J'ai un background plus en droit international de l'environnement pur. Puis quand on vient de ce point de vue-là, c'est pas vraiment surprenant à mes yeux que ces principes-là aient été interprétés d'un bord ou de l'autre, parce que le principe de précaution et le concept de développement durable, c'est probablement les deux principes les plus flous en droit international de l'environnement. Ils n'ont pas de statut juridique clair. Ils sont très critiqués. Le principe de précaution en particulier, interprété un peu à toutes les sauces dans différentes juridictions. Donc, moi, ça me frappe comme c'est ça. C'est peut-être pas la meilleure piste à suivre si on voulait, quand on a des intérêts de protection de l'environnement. Puis je me demandais qu'est-ce que tu pensais peut-être des développements plus récents, par contre, en droit des traités environnementaux, où on voit que, notamment en droit du changement climatique, biodiversité, il y a des cibles. Les États s'engagent des fois de manière non contraignante, mais avec des cibles plus claires, et puis dans une perspective d'interprétation des traités en vertu de la Convention européenne sur le droit des traités. Quand on pourrait interpréter les traités environnementaux parallèlement ou complémentairement aux traités d'investissement, ça pourrait être une piste pour une protection de l'environnement qui est plus constante que de référer à des principes qui sont pas mal flous, qui risquent de rester. Merci aussi pour ton deuxième commentaire. En effet, je suis totalement d'accord avec toi. Le principe de précaution, c'est un principe flou. C'est pas tant que je voulais pointer sur que c'est la solution ou que c'est juste que c'est quelque chose que j'ai vu qui était fait. Donc, c'est plus pour illustrer qu'est-ce que sont les développements par rapport aux principes environnementaux dans le RDIE. Ça me frappait que finalement, on voit un peu avec le temps plus en plus, d'une façon minime, mais comme un peu plus de référence au principe de précaution. Mais en effet, il y a d'autres obligations plus précises en droit international de l'investissement. Je pense que la grande question, c'est que les accords, les différents de la RDIE sont normalement, tout ce qui est discuté, c'est le traité sur lequel le différent, en lien avec le différent, et non une intégration systémique du droit international. J'ai vu seulement un différent qui vraiment prend l'approche d'une intégration systémique où d'autres traités environnementaux ont été discutés. Donc, mais je comprends, il y a aussi... Ce serait lequel, pardon? Haven, Costa Rica. Ah. Oui, c'est le seul que j'ai vu où il y a... C'est fait d'une façon explicite, qui est référence à la Convention de Vienne. Donc, c'est vrai, c'est une possibilité, mais l'intégration, l'interprétation systématique, c'est quelque chose d'assez... ça peut utiliser, ouais. Je sais pas, il n'y a pas une grande pratique à ce niveau-là. J'ai une collègue qui a fait... Moi, je me concentre sur les différents environnementaux, mais j'ai une collègue qui regardait à tout comment les tribunaux traitent des intérêts non économiques, tribunaux d'arbitrage. Elle regarde surtout aux questions juridictionnelles, et je pense qu'elle voit au travers de son étude 10 références à l'interprétation systématique comme base pour aller de l'avant seulement du traité et en lien avec les différents. Donc, je pense que c'est une possibilité, mais jusqu'à maintenant, ça fait une pratique très répandue, mais je pense que c'est un élément important à garder en compte. Merci de le souligner. Je pense que c'est important de... Surtout en fait c'est ça, l'accord de Paris, les nouveaux cadres sur la biodiversité, c'est des trucs qui ne sont pas contraignants, mais qui sont quand même plus précis. Les États s'engagent avec des cibles quantifiées, etc. Est-ce que ça pourrait ouvrir la porte à plus de références? Il y a énormément de discussions. Donc, OECD aussi est vraiment en étude sur comment aligner le droit de l'investissement avec les changements climatiques. Et puis, l'interprétation de l'accord de Paris, c'est aussi quelque chose qui est discuté. Donc, c'est vraiment c'est une problématique vraiment actuelle. Merci. Alors, le professeur Wolfgang Alschner, qui est avec nous en ligne, a posé une question dans la conversation.
Wolfgang, est-ce que tu préfères que je lise ta question ou est-ce que tu préfères allumer ta caméra peut-être et interagir avec Laura, comme tu le souhaites? Oui, merci. Vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Super. Donc, merci Laura pour cette excellente présentation. Je me suis seulement posé la question, quel rôle jouent les partis dans les différents, parce que sont souvent les tribunaux qui utilisent les arguments qui ont été avancés par les partis, et si les partis, surtout l'État hôte, qui ne fait pas son bon travail en utilisant les exceptions ou le langage des préambules, c'est pas forcément le tribunal qui peut maintenant interagir et sauver l'argument. Donc, dans quelle mesure c'est vraiment les partis qui s'en foutent et pas les tribunaux? Donc, ça arrive que des affaires sont mal plaidées. Merci Wolfgang pour ta question. En effet, toi-même, tu as fait un travail intéressant sur les exceptions et la façon dont les États hôtes argumentent ou oublient de mentionner les exceptions dans les différents. Et je me suis concentrée surtout sur les décisions, mais je pense que c'est un élément important d'analyser aussi ce que les partis, et en particulier l'État hôte, comment elle traite comment elle présente son cas, et comment elle traite comment elle utilise le traité et comment elle utilise, comme on a parlé, comment elle le réfère au traité international de l'environnement. Je pense qu'il y a un élément vraiment important que je me suis pas penchée beaucoup, j'ai surtout regardé les décisions, mais je pense qu'en effet, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Merci. Wolfgang, est-ce que tu veux commenter la réponse, revenir? Non, mais je pense que c'est vraiment très important parce que c'est une des manières dans laquelle on peut changer l'interprétation d'une manière plus efficace, parce qu'il ne faut pas changer les traités, il faut juste aider les États à mieux utiliser le langage qui existe. Donc, sur le point de vue de comment on peut réformer le système, peut-être c'est quelque chose comme un low-hanging fruit. Oui, c'est vrai. Merci. Jean-Michel, veux-tu rebondir sur cette question? Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, je me dis, je pense que Laura a identifié un excellent point, ce qui est un peu le parcours des membres de ces tribunaux-là. Et peut-être pour revenir aussi sur le point que Charles mentionnait, des fois, on a des personnes qui sont très concentrées en droit du commerce international, dans une perspective très privée. Et je vois, même si c'est très bien plaidé par les partis, on va peut-être avoir une limite juste là aussi, là, de voir comment les tribunaux, les membres du tribunal peuvent être réceptifs à ce type d'argument-là. Je suis entièrement d'accord de dire que ça doit être mieux plaidé, ça doit être mieux mis de l'avant. Je trouvais ça intéressant, Laura, en ce qui concerne le principe de précaution, d'utiliser des soumissions par les partis. Tu regardes ça également, donc ça, c'est un très bon point. Je pense que Charles-Emmanuel veut réagir également. Oui, en lien avec la question qui a été posée, puis pour faire le lien avec un autre point dont on a parlé, vous avez fait référence à l'OMC tout à l'heure, au fait qu'à l'OMC, on a davantage mobilisé soit le préambule, soit d'autres instruments de droit international. En fait, à nouveau, on pourrait raffiner l'analyse. Qui à l'OMC a mieux mobilisé ça? Il y a un organe d'appel à l'OMC. Et en fait, c'est beaucoup l'œuvre de l'organe d'appel d'avoir refusé l'isolation clinique du droit de l'OMC. On a des gens avec une formation qui dépasse là, le droit du commerce international purement et simplement, des gens qui ont parfois siégé dans d'autres instances, il y en a même qui ont siégé à la CIJ, comme juge adjoint, juge suppléant, etc. Donc, vous voyez où je m'en viens, où je vais. Donc, il y a peut-être un high hanging fruit qui est l'idée d'appel. C'est une des choses qui est discutée. J'aimerais vous entendre. Donc, OK, on a des nouveaux traités qui, on peut le dire, dans le Canada notamment, dans ces traités, bien qu'il ait abandonné l'exception environnementale dans son nouveau traité type, reste que, de façon générale, le Canada, parmi d'autres, a innové beaucoup. Maintenant, pourquoi c'est mal appliqué? On constate tous que dans les quelques affaires qui ont appliqué, ça n'a pas été très bien mobilisé, on est d'accord. La cause, bon, est-ce que c'est mal plaidé? Est-ce que les tribunaux sont trop fermés d'esprit pour l'appliquer?
est-ce que la solution, là, c'est peut-être une question pour vous, que pensez-vous de cette idée de transformer ce qu'on a dans la ECG notamment, qu'on a mis en place, qui n'est pas en application, mais qu'on a quand même dessiné de façon précise, l'idée d'un appel? Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'à l'OMC, on a eu davantage une jurisprudence, si on peut utiliser le terme, une jurisprudence plus, je dirais, féconde, riche, qui est moins cloisonnée, qui est plus ouverte sur l'ensemble du droit international, qui applique davantage la Convention de Vienne sur le droit des traités d'une façon plus, je dirais, orthodoxe, classique, normale? Que pensez-vous de cette voie qui est, je le concède, on est dans le high hanging fruit, même si l'expression n'existe pas. Je serais curieux de vous entendre. On sait très bien à quoi tu peux. Oui. Laura? Oui, c'est un commentaire intéressant et de savoir que à l'OMC, c'est peut-être fait plus par l'organe d'appel, les considérations, l'interprétation des traités en considérant des aspects non économiques. Par rapport à la cour d'appel, je pense que c'est une possibilité. Si on a une bonne expérience à l'OMC, peut-être que c'est quelque chose d'une option intéressante, mais encore là, je pense que ça va dépendre du type d'arbitre ça va dépendre de beaucoup d'aspects structurels de la cour d'appel. Est-ce qu'on va avoir encore est-ce que les arbitres vont être encore nommés par les parties? Est-ce que je pense que c'est peut-être une option, mais ça va dépendamment du design de la cour d'appel. Je pense que ça aiderait énormément d'avoir l'organe d'appel, l'équivalent de l'organe d'appel en droit d'investissement. Et justement, EcoEuro vient en tête assez rapidement. On avait même jusque le Canada qui a une soumission d'une partie tierce pour dire voici à quoi ça sert une section en droit d'investissement. Là, on va quand même exiger une compensation pour ça. Donc, c'est incroyable. Là. Moi, quand j'enseigne cette affaire-là dans mes cours, les étudiants terminent le cours avec les yeux gros comme ça, en disant, mais là, la Colombie ne peut rien faire. Ben, non, on est coincé. Il y a cette décision-là qui a été rendue, visiblement par un tribunal qui n'avait rien à cirer d'une exception environnementale. Et même si on n'est pas dans un contexte qui était mal plaidé, là, même un deuxième État est venu mettre l'épaule à la roue, et ça n'a donné aucun effet significatif. Pour aller dans le même sens, simplement pour renchérir, j'oublie le nom de la femme, il y a un comité d'annulation du CIRDI où siégeait juge Crawford, et il dit dans son truc, ceci est une erreur de droit, mais je ne peux rien faire. Ouais. Oh oui, c'est quelque chose. D'autres questions? Oui, Jean-François. Bonjour, merci beaucoup. Très intéressant la présentation et les échanges. C'est peut-être que j'arrive un petit peu champ gauche, vous m'excuserez, mais je suis un peu, je dirais, un peu saisi et surpris par le recours à la notion de déférence. Puis je m'explique, là, je suis peut-être un peu trop teinté là, par la définition du concept en droit constitutionnel, en droit interne. Mais quand j'imagine un peu la façon dont on l'emploie, ou est-ce que c'est un principe qui sert à conserver, sur le plan constitutionnel, un équilibre entre le pouvoir judiciaire qui peut réviser des normes qui viennent du législatif ou de l'exécutif, et donc on va garder selon le degré d'expertise ou selon la zone que chaque pouvoir occupe, on applique ça pour faire en sorte finalement qu'on ne donne pas un pouvoir excessif aux tribunaux, parce que les tribunaux en droit interne ont un droit de vie ou de mort sur les mesures qu'ils révisent. Ce qui n'est pas le cas ni en droit de l'investissement ni en droit international, parce qu'évidemment, au Canada, on a le dualisme entre le droit international et le droit interne. Alors, je suis un peu curieux de voir pourquoi cet emprunt à cette notion-là, parce qu'on reste, pour moi, dans une analyse de conformité, finalement, de la mesure qui est issue du droit interne, qui a un impact sur un investissement, et donc on en évalue sa conformité. Puis c'est vrai que dans la norme minimale de traitement, effectivement, on vient qu'on s'approche effectivement d'un test où on veut se prononcer sur la validité de la mesure, mais la conséquence de la conclusion du tribunal ne sera toujours que monétaire. Même chose aussi en droit par rapport à la question d'expropriation. Effectivement, je suis aussi surpris de voir la notion du pollueur payé pour les raisons que vous avez mentionnées.
Et pour le fait aussi qu'on a différents cas de figure, parce qu'évidemment, il y a la question de la faute aussi qui peut amener, la question du pollueur-payeur aussi, assez souvent, il peut y avoir un élément de faute alors qu'il y a des mesures de l'État. Et là, je ne suis pas en train de faire aucune admission, là, mais parfois, l'aura environnementale peut valablement être mise en doute. Là, parce que des fois aussi, on a le postulat que parce qu'une mesure a une consonance environnementale, elle est nécessairement légitime et devrait nécessairement transcender. Souvent, ce sera le cas, mais peut-être pas toujours. Donc, c'est un peu sur cet élément-là que j'aurais souhaité savoir un peu ce que vous pensiez un peu enfin, d'où vient cette idée d'utiliser le concept de déférence pour analyser les décisions. Oui, c'est une excellente question. Peut-être que j'aurais pu commencer par introduire pourquoi je me penche sur la déférence. Mais je pense qu'il y a beaucoup de discussions de la déférence par rapport aux tribunaux internationaux, leur déférence par rapport aux autorités nationales. Je pense que c'est pour essayer de comprendre, et je pense en droit international d'investissement, à cause de cette crise de légitimité, c'est pour essayer de comprendre est-ce que c'est une autorité complémentaire ou est-ce que c'est par rapport à quand on adresse les critiques ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que les tribunaux de droit d'investissement ont une autorité complémentaire aux autorités domestiques ou est-ce que c'est vraiment, ils font une analyse ou est-ce qu'ils vont vraiment s'ingérer dans les processus, dans les décisions, dans les mesures, dans les mesures nationales? Je pense que c'est cette idée de partage d'autorité pour essayer de démystifier comment l'autorité est partagée. Je peux comprendre, mais je comprends qu'en droit constitutionnel, ça peut être une espèce d'autre, d'un autre contexte, mais je pense que c'est quand même, c'est plutôt dans l'idée c'est vraiment, je pense que c'est ça, c'est vraiment essayer de démystifier comment une espèce de vision d'autorité. Je ne sais pas si ça l'illumine, mais ça part, c'est l'intérêt à la base d'utiliser le concept de déférence dans le contexte de RDI. C'est intéressant. Je ne suis pas connaissant, je ne le suis plus connaissant en droit constitutionnel ou en droit administratif canadien, mais je me suis demandé quel rapprochement il fallait faire entre la déférence telle que tu l'as définie, puis ce qu'on appelle les critères de contrôle ou les critères de révision en droit interne. Je me demandais quel rapprochement tient, quel rapprochement ne tient pas. La question m'est venue, en tout cas, en t'écoutant. C'est similaire, j'imagine. Oui. Dans quelle mesure ça l'est similaire? Toujours des décalages entre les ordres juridiques. Une question qui nous vient du professeur Vladislav Nanovoy. Je veux intervenir justement en faisant un lien à ceci, parce que du point de vue historique, et lorsque je parlais tout à l'heure de l'interprétation des différences en les présentant presque comme deux démarches nécessairement différentes et exclusives l'une de l'autre. D'abord, il me semble que ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Ça ne devrait pas être toujours le cas. Mais deuxièmement, je dois dire que du point de vue du développement historique de l'interprétation et de la notion de déférence en droit international, on est vraiment à deux points très, très différents. C'est-à-dire qu'au niveau de l'interprétation, on a un cadre qui est cohérent, qui est établi depuis longtemps, ce qui pourrait peut-être, en quelque sorte, dissuader les arbitres d'aller dans une voie d'interprétation où leur démarche est beaucoup plus restreinte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer toutes sortes de sorties, portes de sortie. Or, en matière de déférence, c'est une manière de s'en sortir où il existe encore une grande flexibilité. Justement, très récemment, deux bouquins excellents qui sont parus, un que vous avez présenté de Esme Sherlock et l'autre de Johannes Fanner. Et j'ai eu le plaisir d'organiser un symposium dans le Law and Practice sur le sujet. Et j'ai eu aussi le plaisir d'écrire un peu sur la question de déférence et les différents standards d'examen. Parce qu'il me semble que c'est là où on en va. C'est-à-dire que dans quelques années, on va parvenir à avoir des standards d'examen plus clairement établis et nuancés dans les différents domaines de règlement différents. On ne s'est pas encore rendu là. On a quelques affaires de la Cour internationale de justice qui commencent à peine à s'aimer le terrain. On a quelques affaires qui issues de d'autres domaines.
Mais tout simplement, ce que j'essaie de montrer ici, peut-être c'est ce qui explique vos résultats. Et parce qu'il y a beaucoup d'autres manières dans lesquelles on pourrait faire venir des griefs et des préoccupations environnementales, ce qui se fait déjà d'ailleurs dans la pratique, comme des demandes préconventionnelles, comme les questions de la contribution de la victime qui aurait un impact direct sur le montant des dommages, etc. Vous voyez? Donc, mais là, la différence qu'elle offre, c'est que pour le moment, elle n'est pas encore suffisamment mature, en quelque sorte, comme une démarche. Et donc, les arbitres, surtout ceux peut-être qui ne sont pas très bien formés en droit international public, ils trouvent une porte de sortie. C'est une autre chose, bien évidemment, Jean-Michel. Est-ce qu'ils le font bien par la suite? Mais en tout cas, je voulais vous faire part de ce genre de ces commentaires, cette réflexion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Baptista. Je peux juste essayer de retrouver dans mes notes, mais à mon sens, en droit de l'OMC, on a peut-être une certaine compréhension de la différence en ce qui concerne l'accord SPS, cette fois. On vient de dire on n'ira pas essayer de se substituer à l'analyse scientifique, mais après ça, sur d'autres dispositions, on va dire s'il y avait d'autres mesures en matière de commerce qui seraient moins gros impact, là, on va se ici. Donc, il semble avoir un peu cet aspect-là qui émerge dans une certaine mesure. Et ce qui est normal avec la différence, excusez-moi de rebondir, c'est que très souvent, elle rentre en jeu lorsque une obligation laisse un certain marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut exécuter, on peut s'arrêter une obligation de différentes manières. Donc, il y a une certaine marge de manœuvre, une certaine discrétion qui est laissée tout de même pour l'État. Et c'est là où la différence rentre directement en jeu. Et c'est là où ce serait souhaitable, à mon sens, d'élaborer une structure de pensée beaucoup plus claire en droit international, un peu à l'instar de ce qu'on retrouve dans certains systèmes juridiques internes développés en matière administrative, du droit administratif, sur les standards d'examen. Voilà, c'est ce que je... Une réaction, Laura? Non, oui, je pense que c'est intéressant de réfléchir à quel point on est peut-être dans une démarche qui n'est pas très mature, comme vous mentionnez. Et non, c'est des points intéressants. Merci. Merci. Avons-nous d'autres questions? Je pense qu'il y a une autre question dans le chat avant la question. Avant celle de Volkin? Je ne la vois pas. Est-ce que tu peux la lire? Parce que moi, je ne la vois pas. Ah, comment ça se fait que je ne la vois pas? C'est bizarre. Tu peux relever. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, une question nous vient de Bader Makroum, qui est en ligne. Vous êtes là, monsieur? Vous êtes là? Je ne sais pas si vous voulez. Est-ce que vous voulez poser votre question directement? Vous préférez que je la lise? Personne, est-ce qu'elle est là? Je vais lire sa question. La question environnementale est totalement ignorée par les investisseurs, par les arbitres, tant ces arbitres peuvent être choisis librement, sachant qu'il manque de transparence et de responsabilité envers l'environnement. Vraiment, le droit international d'investissement est en crise à ce point. Même si heureusement on trouve des clauses concernant l'environnement dans les TBI. Il est temps de réformer en faveur de la durabilité. Bon, c'était plutôt un commentaire. Voilà, et un commentaire aussi de Céline Lévesque. Alors Céline, je ne sais pas si tu nous entends, peux-tu ouvrir ta caméra et dire un mot ou si tu préfères que je lise ton commentaire? Alors, Céline ne peut pas ouvrir sa caméra. Pas dans un lieu qui permet d'ouvrir la caméra. Donc, Céline nous dit « Merci à Laura pour cette excellente présentation, à Jean-Michel pour ses commentaires utiles. Bravo à toutes et à tous pour cette discussion inspirante. » Merci beaucoup, Céline, c'est très gentil.
Et Michel Martin également, qui est en ligne et qui vous félicite pour votre présentation. J'avais un petit commentaire, si vous voulez. Oui. En fait, si je veux dire l'intégration de la notion de pollueur-payeur dans la législation nationale, en fait, je ne sais pas si c'était ça l'intervention de professeur de ici. Je me dis, je ne sais pas le cas du Canada, mais plusieurs pays ont essayé d'intégrer cette notion-là de pollueur-payeur dans les législations. Mais évidemment, ils ne reprennent pas le concept de pollueur-payeur, mais cela est intégré sous forme de la notion de responsabilité sociétale et environnementale. Avec plusieurs législations, les codes de miniers, codes forestiers, et même d'autres codes, hein, si vous voulez, nationaux, essayent d'obliger les entreprises, si vous voulez, ou de grandes firmes à pouvoir essayer de réparer les dommages qu'ils causent à la suite de leurs activités. Évidemment, dans plusieurs pays, cela se réalise au niveau local, en fait. Ce sont les représentants des sociétés civiles, en fait, le plus local possible, qui établissent avec des entreprises, si vous voulez, des cahiers de charges, quoi. Des cahiers de charges où ils obligent ces sociétés-là de pouvoir réaliser certains projets ou, en fait, si vous voulez, certaines activités en réparation des dommages qui sont en train de causer à la suite de leurs activités qu'ils en exécutent. Et je crois que c'est ça la notion de pollueur-payeur au niveau interne. Dans plusieurs pays, cela se fait. Ce n'est pas au Canada, je ne peux pas encore vérifier si cela est déjà intégré dans la législation nationale canadienne. C'est bon. Ben, je pense qu'on est prêt on va clore l'événement. Je me tourne vers... Est-ce qu'on est prêt à passer au petit cocktail? Oui. Oui, bon. Ben, alors, écoutez, il me reste à vous remercier tout le monde pour votre présence, pour remercier les gens qui sont en ligne. Merci beaucoup pour votre participation. Je pense que les échanges ont été très riches, de très bon niveau. Je suis très content. Donc, pour les gens qui sont en ligne, merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette activité de la chaire NEM. Pour les gens qui sont sur place, on vous attend. On a un petit cocktail dînatoire pour tout le monde. Donc, ce sera l'occasion de continuer les discussions et de placoter. Donc, merci beaucoup et à bientôt.